Donc, pour le forum LNH, on en a parlé un peu en prémisse de l'émission. On veut parler des Oilers d'Edmonton qui connaissent un début de saison très difficile. Autant, bon, derrière, dans les filets, on le sait, là, ça n'a jamais été une force de cette équipe-là, mais même offensivement, c'est plus difficile. Les gros canons ne marquent pas autant que d'habitude et ça paraît sur les résultats de l'équipe. Tout simplement, je vous montre un tableau pour commencer. Là, un peu, on a moins de 8 points depuis le début de la saison, même si c'est 5 points du côté des Oilers d'Edmonton. Et quand on regarde les dernières équipes qui ont fait les séries depuis 2005 avec aussi peu de points amassés, seulement une seule avait aussi peu de points que les Oilers et c'était les Capitals de Washington en 2012-2013. Sinon, par la suite, quelques équipes l'ont fait avec 6 ou 7 points. Donc, j'y vais tout bonnement. La question est simple. Julien, est-ce que les Oilers peuvent renverser la vapeur et faire les séries? Non. Parce que c'est plus profond comme problème. Je pense pas que du jour au lendemain, tout d'un coup, on va avoir du goaltending incroyable. Que ce soit Scanner ou Mais là, à moins qu'il y ait une transaction. On a rappelé Calvin Pickard pour les prochains matchs. Ben, écoute, il y avait des bonnes statistiques en Ligue américaine, mais c'est ça, il y avait des bonnes statistiques en Ligue américaine. Mais en même temps, je pense qu'il y a de quoi qui ne marche pas. Ben, la structure salariale n'est pas bonne. Puis, c'est pas une équipe qui est mature, je pense que c'est une équipe qui manque de leadership. Fait que, automatiquement, pour se sortir de ça, ça va être compliqué. Puis c'est une équipe avec des grosses attentes. Fait que je pense que ça va être un pas de recul pour peut-être mieux avancer l'année prochaine. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de mouvements cet été. Déjà, c'était un gros move d'envoyer Campbell bye-bye. C'est avoué une erreur monumentale qu'on a faite. Donc, c'est ça. Mais non, je pense que cette année, ça va être une grosse année d'apprentissage pour les Oilers, j'espère en tout cas, parce que c'est ça. Il va falloir que l'année prochaine, il se passe quelque chose parce que avec on parle de Draisaitl puis McDavid, mais un Nugent Hopkins à 5 millions, là, ça aussi, là, c'est assez incroyable. Là. Fait que il va falloir profiter de ça assez vite comme noyau pour éventuellement avancer. Et là, je n'inclus pas dans ce noyau Darren Nurse à 9,5 millions. Non, effectivement, mais écoutez, ça serait tout un choc de ne pas faire les séries avec McDavid et Draisaitl qui rentrent dans leurs meilleures années. Là, ça serait vraiment un constat d'échec. Éloi, de ton côté, penses-tu qu'il est trop tard pour renverser la vapeur? C'est difficile à dire parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de comparable. Tu as eu les équipes de Pittsburgh avec Crosby, Malkin, tu as eu Chicago avec Taves et Kane, mais ces gars-là ont été assez bien entourés pendant un bon bout de temps quand même. Puis là, cette équipe-là, on dirait que cette saison, là, dans les dernières années, Edmonton, on n'était pas mauvais, là, mais cette saison, regardez les trios offensifs de l'équipe. Je ne sais pas si on peut le mettre en plein écran, mais écoute, McDavid et Draisaitl sont là, mais sinon, les autres trios, là, bon, tu as Evander Kane, Nugent Hopkins, mais le quatrième trio, ça ne va rien te donner. Tu as Fogle sur le deuxième trio, tu as un Sam Gagné vieillissant. Alors oui, je pense qu'il n'y a même pas de points encore cette saison en 11 matchs. Là, ouais, il n'y a rien que tu peux faire avec ça, vraiment. Là. Sérieux, c'est juste une équipe qui est construite tellement basée sur les deux stars. La défensive, on en a parlé dans les années passées, on peut en parler encore. Elle n'est pas faite pour les séries. Puis là, les problèmes devant le filet. C'est le seul, mettons, top défenseur, c'est un défenseur top 3 de la Ligue nationale. Nurse, je le considère 4e, 5e. Mais le troisième duo, après, on manque de profondeur encore là. Puis là, début, on en parlera pas. Début, Stuart Skinner, Calvin Pickard, je veux dire, j'ai pas l'impression qu'on peut renverser la vapeur avec l'équipe qu'on a là sur papier. Mais s'il y a deux gars qui peuvent renverser la vapeur par eux-mêmes seuls, ça serait ces deux gars-là. Sauf qu'on n'est pas au basketball, puis ces gars-là, ils jouent juste 20 minutes par match, pas 45. Bon, puis des fois, ça peut monter à 25 tout de même, connaissant avec David Draisaitl, vu qu'on manque d'atouts. Mais tu l'as mentionné, il n'y a pas vraiment de comparable. Puis ce qui est particulier, c'est que justement, les équipes qui avaient des talents offensifs aussi importants, deux en plus dans la même formation, n'ont jamais été dans une situation comme ça en début de saison. Oui, des fois, on peut avoir des débuts de saison un peu plus lents, mais on était toujours quand même en mesure de renverser la vapeur parce qu'on allait chercher quelques victoires. Là, c'est
c'est une fiche très, très négative. On s'est déjà creusé un gros écart du côté des Oilers. Pierre-Carl, penses-tu que toi, c'est encore possible de voir les Oilers revenir en série? Après avoir vu les trios, là, je dirais que moi aussi, c'est quand même difficile à dire. Là. C'est difficile de les voir en série avec cet alignement. Là. C'est sûr que oui, McDavid et Draisaitl sont les deux des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Même Nugent Hopkins à 5 millions qui était une aubaine. Mais sinon, lorsque tu regardes les ailiers, là, je pense que on va être difficile à long terme de renverser la vapeur et de faire quelque chose avec ça. Connor Brown, je m'attendais à plus de lui. L'expérience n'a vraiment pas bien été. Là. On avait dit qu'il avait déjà joué avec Connor McDavid dans le junior, si je ne me trompe pas, que ça allait être une expérience qui allait être bonne. Tout. Mais finalement, ça va vraiment pas bien. Puis d'autres alliés, dans le fond, ça va pas bien. Défensivement, c'est sûr que c'est quand même difficile, mais l'année passée, pour les gardiens de but, ça tenait quand même, si on veut. On réussissait, on a quand même fait une belle run en série avec les mêmes gardiens de but. Mais là, cette année, je pense qu'ils sont plus capables des erreurs défensives qui sont commises aussi devant eux. Là, fait que ça les aide pas non plus. Fait que, Ben, j'ai l'impression, veut pas, on a tellement reposé sur l'apport offensif justement de Draisaitl et McDavid que là, moindrement qu'on produit un peu moins, ben, c'est problématique. On regarde présentement le rythme de production de McDavid et Draisaitl, c'est un point par match ou un peu plus même pour Draisaitl, mais ça reste que c'est pas assez pour pallier à tous les autres problèmes. L'an dernier et les autres années d'avant, c'était des saisons pratiquement records pour McDavid dans l'ère moderne. Donc, c'est sûr que c'est pas facile avec une formation de ce type-là. Et quand on regarde le classement, je dirais, si on peut voir un peu de positif pour Edmonton, présentement, les équipes qui sont qualifiées en tant que quatrième as sont les Ducks et les Coyotes, qui ont 14 et 13 points. Présentement, les Oilers en ont 5, donc on a à peu près un 5-6 victoires à aller chercher juste pour bien se ramener et avoir peut-être une chance de compétitionner. Personnellement, je crois que c'est encore possible parce qu'il reste beaucoup de matchs à jouer. Ouais. La problématique, c'est que j'ai l'impression un McDavid, justement, qui produit moins, joue présentement peut-être encore blessé. On sait qu'il a manqué quelques matchs. Ouais. Donc, s'il n'est pas à 100%, ça n'aide pas cette formation-là. Donc, j'ai l'impression qu'on n'a pas le choix vraiment de faire des mouvements rapides, que ce soit au niveau de l'équipe d'entraîneurs ou au niveau des transactions pour un gardien de but. On n'a pas le choix d'essayer comme d'un électrochoc. Puis je ne dis pas que c'est de la faute de l'entraîneur qu'on est là présentement, mais il faut quand même trouver le moyen justement de relancer cette équipe-là parce que tu ne peux pas te permettre avec ces talents-là de manquer les séries cette année, surtout quand on pense au fait que McDavid, après cette année, il lui reste 2 saisons avant de tomber à Jean libre sans restriction. Draisaitl, il lui reste 1 saison. Donc, ça ne te laisse plus beaucoup de temps avec ce noyau-là si les deux décident de rester ou peuvent décider de quitter n'importe quand par la suite. Ouais, c'est parce qu'il rajoute Draisaitl à 8,5 pendant toutes ces années-là. Il va signer à du 13-14, clairement, à son prochain contrat. Puis Draisaitl, ça va être 15. Fait que McDavid. Fait que ils ont encore moins de marge de manœuvre. Puis là, avec ton contrat de Bouette à Nurse puis à Campbell, ça va être compliqué un peu dans 2 ans. Là. Non, effectivement, il y a quand même beaucoup de problématiques à régler de ce côté-là. Évidemment, il est encore tôt dans l'année, donc on ne sait jamais, mais c'est à suivre. Puis peut-être mention quand même cocasse, mais on parle du début de saison historiquement mauvais des Sharks de San Jose. On est seulement à 2 points des Oilers, théoriquement. Donc ça montre à quel point ça ne va pas non plus du côté d'Edmonton. Sinon, également, on a Hugo qui nous répond mouvement rapide, oui, il faut faire attention pour ne pas paniquer en mettant Campbell sur les waivers, ça peut ouvrir la porte à des transactions douteuses. Effectivement, c'est sûr. Par contre, on n'a pas le choix, selon moi. Là, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais je pense qu'on n'a pas le choix de bouger rapidement ou juste d'essayer quelque chose pour relancer l'équipe. Oui, mais ça ne veut pas dire, par contre, que si, mettons, c'est comme là, avec juste l'exemple avec Campbell, mettons qu'on va chercher notre gardien, ça ne veut pas dire que ça va nécessairement fonctionner là, avec l'équipe qui ont devant eux, les revirements qu'ils font, même s'ils vont chercher un gardien de but qui sacrifie un choix au repêchage, puis que là, ça s'avère à être un résultat négatif après, ça va être encore pire dans l'organisation. McDavid est déjà frustré, semble déjà frustré un peu, que ça n'ira pas en s'améliorant. C'est sûr. Ouais. En même temps, j'ai l'impression que la différence aussi entre tu as le top des gardiens, le top du top, là, oui, mais la différence entre, mettons, le 15e meilleur gardien de la Ligue puis le 35e, d'après moi, n'est pas si grande que ça sur une saison. Fait que là, c'est ça qui calcule. C'est drôle que tu dises ça parce que
je me souviens plus c'est où j'avais entendu ça, mais justement, des gars à Tampa, ils ne trouvaient pas avantageux d'aller chercher un gardien de but. Ils calculaient, mettons, le nombre de buts sauvés par XY nombre de temps. La blessure de Vasilevski, puis là, il était comme, OK, ça va nous en faire à peu près peut-être 4, 5 victoires. Puis sur l'année, c'était pour donner un choix de 2, 3, ça valait comme pas la peine. Donc... Je pense que c'est Julien Brisebois lui-même qui l'avait expliqué. C'est ça, exactement. Donc, pour lui, c'était comme pas avantageux. Donc, je rejoins Éloi, mais là, il y a quand même, pourquoi ils sont à 860 ou, je pense que là, il y a un problème de confiance, il y a un problème de structure en avant. C'est deux gardiens de but je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de confiance en eux. Fait que là, du moment où c'est qu'il manque de structure défensive en avant, puis qu'il y a des chances 1 marquées, puis là, tu t'en fais marquer 1 puis 2, là, après ça, tu deviens stressé, puis surtout que tu es dans une équipe qui est supposée de gagner. Fait que, c'est pas la même pression qu'à Montréal avec Montembeault et Allen. Fait que là, ça fait un effet boule de neige sur les gardiens, ça fait un effet boule de neige sur la défensive aussi, parce que plus tu t'en fais marquer, moins tu as confiance en avant, puis chaque move est une erreur. Expérience, maturité, leadership, là, je pense que c'est le plus gros problème des Oilers depuis très longtemps. Puis je pense qu'on a la misère à greffer. Ekholm, ça, c'en est un solide, mais c'est pas assez. Il en faut plus que ça. C'est un bon move, mais il en faut plus. Surtout quand tu regardes... aussi, ça me dit un bon. Oui, mais quand tu regardes, exemple, dans le top 6 à la défense, quand tu as Cody Ceci, Brett Kulak et Vincent Desharnais, Vincent est super sympathique comme personne, mais ça reste que tu le vois que quand ça devient vraiment rapide, c'est très difficile. Donc, il manque quelque chose. Dans les réserves qu'on a en bas, on a Philippe Broberg encore là. À chaque fois qu'il est remonté, c'était une machine à revirement, c'était difficile, il n'est pas encore prêt pour ça. Il n'y a personne dans l'organisation pour régler le problème. C'est pour ça que moi, à mes yeux, il faut essayer de transiger, il faut essayer de faire quelque chose. Mais est-ce que c'est vraiment un gardien? Est-ce que c'est un défenseur? Là, c'est de tenter des choses. Là. On a pas tu sais, Dylan Holloway, il est rendu à 22 ans quand même, puis écoute, il n'y a pas un point encore là, dans... ce jeune-là, c'est un gars d'énergie. C'est pas nécessairement... Il ne fera pas 60-80 points dans une saison, mais c'est un bon gars d'énergie qui est supposé de... il n'est même pas de rien faire. Là, il y a beaucoup de... Vraiment... Je ne sais pas par où commencer les problèmes à Edmonton, honnêtement. C'est triste. Ouais. On dit ça, mais évidemment, une semaine, un 4 victoires collées en ligne, puis ça change un peu la donne, mais quand même, on verra comment ça... Oui, non, effectivement, mais on verra. Je regarde les goalers, Calvin Pickard. Oui. Ils ont perdu contre Philadelphie, ils ont perdu 3 matchs contre Vancouver, ils ont perdu contre Nashville depuis le début de la saison, contre Winnipeg. Ça va être difficile. Là. Mais on affronte les Sharks dans Exactement, c'est ce que j'allais dire. Imaginez si les Sharks ramassent la première victoire contre les Oilers. Imaginez la deuxième hier. On gagne hier. Hier, ils ont gagné. Ah, OK, ils ont gagné hier. Bon, imaginez, mais en gagnant contre les Oilers, on revient à égalité avec eux. Donc, imaginez le constat que ça sera du côté d'Edmonton. Rapidement, on voulait aussi peut-être parler des Ducks Anaheim qui, eux, à l'inverse, surprennent un peu. L'an dernier, on avait été déçus par leur saison. On les voyait quand même bien faire après une année précédente prometteuse. Là, on semble voir des bons résultats et ça tourne beaucoup autour de Mason McTavish offensivement. Pierre-Carl, es-tu un peu surpris du côté des Ducks ou tu penses qu'on est rendu là de commencer à progresser un peu comme on le voudrait avec les Canadiens? Oui, je suis surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Ils ont quand même 7 victoires, 5 défaites. Puis sur la passion, ça va très bien. Mason McTavish vient justement tout juste de terminer, je pense que c'est hier, une séquence de 7 matchs avec au moins un point. Donc pour lui, c'est très encourageant pour le futur. Le pire, c'est que Trevor Zegras n'a pas le meilleur début de saison. Puis l'équipe, somme toute, ça va relativement bien. Leo Carlson aussi, c'est un très bon joueur. Comment je dirais ça? J'ai oublié le mot, là, mais on gère son temps de glace. Il ne joue pas tous les matchs. Puis je pense que ça va être bénéfique pour eux à long terme. En ce début de saison, on ne veut pas non plus l'envoyer dans la gueule du loup et le faire jouer trop. Donc, c'est ça de ce côté-là. Et je trouve qu'ils gèrent bien ça, les Ducks. Puis Lucas Dostal, dans le filet, m'impressionne. L'année passée, a été excellent dans la Ligue américaine. Il fait le saut dans la Ligue nationale, puis il fait le travail. Donc, moi, ça me surprend. Est-ce que ça va tenir? Je ne sais pas. C'est comme les Canadiens ont eu un bon début de saison. Parce que là, ça commence à descendre, mais j'ai hâte de voir avec les Ducks. Je pense que ça va revenir un petit peu à la réalité. Puis, je ne les vois pas nécessairement continuer à monter au classement, là, mais même à la défensive, là, Minchukov là, est très impressionnant. Je ne m'attendais pas à ça de lui non plus. Mm-hmm.
Éloi, t'entendais-tu un aussi bon début de saison des Ducks? Peut-être pas aussi bon. D'un autre côté, bon, on a eu un très très bon voyage dans l'Est, là, Columbus, Boston, Philadelphie, Pittsburgh, toutes des victoires. Mais si on se rappelle, il y a 2 ans, Anaheim avait commencé 10-4-3 la saison avant de finir l'année avec 31 victoires puis manquer les séries par une bonne marge. Puis on se disait à ce moment-là, il reste juste comme un petit niveau à aller chercher, puis on peut être prétendant. C'est pas arrivé l'an passé. Donc, permets-moi d'être sceptique. Je pense que la semaine prochaine est encore bonne pour Anaheim. Ils vont affronter San Jose, ils vont affronter des équipes qui ont un petit peu plus de difficultés. Mais c'est vraiment à partir de la mi-novembre, il y a 2 ans, que l'équipe s'était complètement effondrée. On a vu des longues séquences de défaites. Puis j'ai peut-être l'impression que ça va retourner à la normale bientôt du côté des Ducks. Je m'attends d'ici la fin novembre à ça. Zegras ne produit pas. Ça va être difficile pour moi disons qu'ils vont me surprendre beaucoup s'ils maintiennent un rythme similaire à ça. Mhm. Également, du côté des Ducks, ce qui est surprenant, on fonctionne à plein régime, on a une bonne séquence, mais à l'inverse, Trevor Zegras ne produit pas Julien. Donc, ça montre que l'équipe ne tourne plus autour de Zegras offensivement. Moi, je fais un lien direct avec les succès des Ducks, puis le manque de succès de Zegras. C'est un style de jeu. Zegras, il n'a pas encore compris la game. Puis, il avait bien du fun avec son chum Milano, puis non plus, il n'a pas compris la game il y a 2 ans. Mais honnêtement, là, tu sais, McTavish, c'est un gars de caractère. C'est un gars qui gagne ses batailles, qui est tough, qui va devant le but. T'as des Kellon qui sont arrivés, des Goudus, des gars de caractère. Mixé à ça, tu as un jeune gardien de but qui fait son éclosion parce qu'il était rendu là dans sa progression. Puis tu as un jeune défenseur aussi qui arrive puis qui a du succès en Mintyukov puis qui était rendu là aussi dans sa progression. Tu as des gars comme Vetrano qui étaient échangés à la tribune des transactions parce que c'était des bons joueurs de profondeur qui étaient capables de jouer sur 200 pieds. Puis là, lui, full succès. Ryan Strome qui était plus un troisième centre aussi, qui était capable de jouer sur 200 pieds. Il a du succès là, tout d'un coup cette année, comparativement à l'année passée. Donc, tu sais, la game à 200 pieds, des joueurs qui ont du caractère, qui sont reconnus pour ça, tout d'un coup, l'équipe fonctionne. Puis tu as un gars comme Zegras qui est plus spectaculaire, éclatant, un peu fendant, que là, lui, il manque le train. Fait que je pense pas que c'est un hasard. Puis tant mieux pour les Ducks, parce que c'est comme ça que la game doit jouer, puis c'est comme ça que tu as du succès en série. Puis à un moment donné, Zegras, s'il veut progresser et avoir plus de points, il va falloir qu'il embarque dans ce système-là. Et j'y souhaite, parce que c'est un gars spectaculaire. Puis si en plus d'être spectaculaire, il est capable d'améliorer sa game un peu dans toutes les zones, puis dans toutes les phases de jeu, mais ça va être encore mieux pour lui, puis il va gagner encore plus d'argent. Mais pour l'instant, je suis content que ce soit des gars de caractère qui prennent le lead et qui font en sorte que l'équipe ait du succès. Effectivement, ça sera à suivre si justement cette compréhension-là de la game va se faire à Anaheim ou ailleurs. Déjà que ça ne semblait pas tout rose avec les négociations. Ça reste à suivre.